l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Shoura Makaremi. Shoura Makaremi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes anthropologue au CNRS et puis depuis 10 ans, vous consacrez vos travaux sur les mécanismes de fonctionnement de la répression en Iran à partir de votre propre histoire familiale, pays que vous avez d'ailleurs dû fuir à l'âge de 6 ans au lendemain des terribles répressions des opposants politiques dans les années 80. Plusieurs membres de votre famille, dont votre maman et votre tante, opposantes politiques, ont été exécutés par le régime. Et depuis, vous n'avez eu de cesse d'essayer de déchiffrer les mécanismes de fonctionnement de la répression du pouvoir, mais aussi désormais de la façon dont les Iraniennes et Iraniens répondent à cette violence. Vous êtes la réalisatrice du film documentaire Hitch, une histoire iranienne. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Le cahier d'Aziz au cœur de la révolution iranienne aux éditions Gallimard en 2011. Et en 2023, vous publiez Femmes, Vie, Liberté aux éditions La Découverte, dans laquelle vous revenez sur l'incroyable soulèvement de 2022 en Iran suite à la mort de Mahsa Jina Amini le 16 septembre 2022. Votre livre est une sorte de carnet de bord des événements, mais aussi un espace pour le penser, pour restituer ce qui était en train d'arriver à l'aune des aspirations iraniennes et iraniens, et à l'aune de l'histoire en particulier depuis la révolution de 1979. Alors on va parler ensemble de l'Iran, des mécanismes de fonctionnement de la répression, mais aussi des résistances, de la résistance exceptionnelle de cette jeunesse iranienne notamment, qui pourrait, je pense, nous aider à réfléchir d'autres contextes nationaux. Alors peut-être juste avant de commencer, sur votre prénom, Shoura, qui, si je ne me trompe pas, en persan désigne des pratiques d'assemblée démocratique, c'est ça? En fait, vous êtes, dès votre naissance, vous étiez marqué par le fer de la démocratie comme mode de vie? Alors, Shura, oui, c'est un terme islamique qui veut dire l'assemblée, la consultation. En fait, c'était aussi, par exemple, la traduction dans les pays persanophones, comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, du terme soviète. Donc, on a plein de femmes, aujourd'hui centenaires parfois, qui s'appellent Shura parce qu'elles sont nées après 1917. Et il y a eu quelques Shura également nées après la Révolution de 79. Moi, ma mère était candidate à l'Assemblée nationale quand elle était enceinte de moi, donc à la Shura. Shura et Majlis Melli, qui est tout de suite devenue Shura Majlis Islami, donc est tout de suite devenue l'Assemblée islamique. C'est l'histoire de la fondation violente de la République islamique après la Révolution. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces expériences conseillistes, en fait, c'est vraiment les Shura, c'est l'expérience conseilliste qui a nourri la Révolution de 79 et qui se retrouve dans la Commune de Paris, qui se retrouve en Syrie également. Catherine Cocu en parlait, sur ce terrain-là, et qui s'est retrouvée en Russie au début du XXe siècle, notamment au Kurdistan. Il y a eu beaucoup de Shura. Et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement ouvrier en Iran a finalement un petit peu refait naître ces dernières années cette expérience conseilliste. Mais étant donné que le terme Shura avait été réinvesti par la République islamique, notamment pour créer des syndicats qui étaient aux mains des gardiens de la Révolution, enfin surtout des milices du Basiji, eh bien ces proto-syndicats, ces expériences de prise de décision horizontale en assemblée se sont appelés des comités, alors que les comités justement étaient les lieux d'autodéfense des quartiers en 1979 qui avaient été investis par le pouvoir khomeiniste, et ils ont été les noyaux de la répression à partir de 1981. Donc c'est intéressant de voir aussi comment les mots et les concepts voyagent pour se déprendre en fait des appropriations du pouvoir. Au niveau justement de votre travail d'anthropologue, j'ai un peu envie de savoir comment vous êtes devenu anthropologue et notamment de décider de travailler sur ce qui est vraiment proche, sur ce qui constitue votre histoire familiale. Évidemment, ça dépasse largement la question intime puisqu'on est en train de vous réfléchissez de façon très claire la répression d'État et les formes de résistance. Mais comment tout ce travail-là dans votre parcours est venu? Alors en fait, je suis devenue anthropologue en faisant une thèse en anthropologie que je n'ai pas du tout faite sur l'Iran puisque j'ai travaillé sur les zones d'attente, donc les centres de détention pour les demandeurs d'asile et aussi tous les voyageurs qui sont soupçonnés d'immigration illégale, on va dire, par la police de l'air et des frontières. Donc c'est un peu l'équivalent des centres de rétention administrative, mais à l'entrée. Et il faut savoir que plus de la moitié des personnes qui sont gardées, qui sont détenues en zone d'attente, ont en fait tous
tous les documents en règle, mais ils sont juste soupçonnés d'immigration illégale. Donc, au départ, moi, je suis rentrée en zone d'attente avec une association juridique qui s'appelle l'ANAFE, quand je faisais mes études à Sciences Po, en fait. C'était un projet militant, parce que il me semblait bien que la question de la liberté de circulation, donc on était en 2004-2005, c'était avant 2015, et la question de ce qu'on a appelé la crise migratoire en Europe, mais à l'époque, déjà, il apparaissait bien que la question du libre accès à la circulation était vraiment la reconfiguration contemporaine des inégalités structurelles nord-sud, qui était la question fondamentale des années, disons, de toute la période post-indépendance et post-colonisation, et qui avait disparu à partir des années 80, et qui ressurgissait, donc cette question vraiment des inégalités structurelles nord-sud ressurgissait à la faveur des entraves à la circulation des gens qui viennent des pays du Sud, sachant que l'argent qui est renvoyé au pays par tous ceux qui circulent, là je rentrerai même pas dans la problématique de l'asile, mais cet argent-là est supérieur à toute l'aide internationale donnée par les États. Donc en fait, c'est des mécanismes d'émancipation et de régulation qui sont absolument phénoménaux à un niveau international. Donc moi, je prends pas la question par le bout du droit d'asile, mais vraiment par la question de comment est-ce que des sociétés qui sont face à des pouvoirs autoritaires, des formes de corruption endémique, des rapports de pouvoir avec le Nord global qui ne permettent pas en fait un fonctionnement, un accès, je sais pas, à l'emploi, à l'éducation, etc., s'en sortent par le bas, on va dire, à un niveau humain, par des migrations transnationales. Et quand j'ai commencé à militer en zone d'attente, je me suis rendu compte que on gagnait toutes les batailles juridiques, on gagnait des batailles juridiques, et pour autant, le pouvoir se reconfigurait de façon très disciplinaire, puisque les conditions de détention étaient améliorées pour les personnes qui pouvaient rester uniquement au maximum 20 jours détenues, mais que finalement la police de l'air et des frontières reconfigurait le contrôle en amont dans les postes de police, et que là on n'y avait pas du tout accès, les militants n'y avaient pas du tout accès, et que donc le pouvoir arbitraire s'était reconfiguré tout en ménageant des espaces de respect des droits. Donc le respect des droits n'était pas du tout incompatible avec une augmentation du contrôle qui allait quadriller, qui allait emmailler les gens au plus près, puisque c'était vraiment les corps là qui étaient pris, enfermés et expulsés de force. Et donc, il me semblait important de comprendre en fait ce mécanisme. Comment est-ce que le droit n'était pas forcément uniquement un outil pour s'opposer à l'arbitraire et au pouvoir discrétionnaire dans les sociétés démocratiques, mais pouvait devenir une forme de reconfiguration de la violence en contexte justement démocratique. Et c'est pour ça que j'ai fait une thèse. Et j'ai fait ma thèse en anthropologie parce que en lisant Michel Foucault et ses théories du pouvoir et des dispositifs, il me semblait important de pouvoir aller piocher un petit peu dans toutes les dimensions de ce dispositif-là, c'est-à-dire à la fois de regarder l'architecture, à la fois de regarder ce que ça faisait aux subjectivités qui étaient contrôlées, de regarder comment est-ce que l'humanitaire s'articulait à un contrôle plus fort, etc. Et de pas rester juste dans une grille de lecture avec des hypothèses fortes comme en sciences politiques ou en sociologie où on va suivre une façon d'appréhender le réel avec une grille et en laissant un petit peu de côté tout ce qui tombe entre les mailles de nos filets analytique. Donc voilà, la question, c'était comment est-ce que j'arrive à tricoter le filet le plus fin possible pour éventuellement aussi aller comprendre les expériences sensibles du confinement, par exemple, et tous les imaginaires démocratiques qui font que on va croire dans le droit, même quand on voit que le droit devient un instrument de reconfiguration de la violence étatique. Et donc, je me suis formée en anthropologie et c'est lors de mon terrain en zone d'attente. Un jour, j'étais assise avec une demandeuse d'asile congolaise. On attendait qu'elle soit appelée au haut-parleur pour descendre à l'infirmerie, je crois, parce qu'elle avait besoin d'un certificat. Et là, j'ai été replongée. J'ai commencé à entendre les mots qui sortaient des haut-parleurs, qui étaient prononcés par la police, et à les réécouter, en fait, avec toutes les tranchetés qu'ils avaient pour moi quand j'avais 6 ans, que je suis arrivée en France. Et en fait, je pense que je suis passée moi-même, non pas par la zone d'attente, mais je suis passée par l'aéroport Charles de Gaulle. À l'époque, il y avait justement pas de zone d'attente. J'ai, je sais pas pourquoi, mais remonté cette expérience d'être une étrangère, d'attendre avec d'autres étrangers. Et la question de l'attente et des enfants qui étaient là en zone d'attente m'a renvoyé également à une mémoire sensible de la prison. En Iran, on allait voir ma mère qui a été emprisonnée quand j'avais à peu près 8 mois, je pense, et elle est restée en prison. Ensuite, moi,
je me suis exilée en France à l'âge de 6 ans, où j'ai rejoint mon frère et moi avons rejoint mon père, mais elle est restée en prison jusqu'à mes 8 ans, au moment où elle a été tuée dans le massacre le massacre des prisonniers politiques en fait en 88. Mais durant toutes ces années donc de mon enfance où j'allais visiter ma mère une fois par semaine, j'attendais en prison avec les autres enfants. Et donc c'est un peu le télescopage de ces expériences sensibles de la langue étrangère et de l'attente dans un lieu de confinement qui m'ont ramené à toute cette réalité de l'expérience iranienne en fait vécue dans mon enfance. Et je pense que ça a été ça un petit peu qui a été le trigger, le point de démarrage d'une recherche qui utilise les outils que j'ai développés en anthropologie, mais pour aller explorer en fait cette histoire de la violence en Iran qui à l'époque, donc on était en 2005-2006, était très très peu explorée. Donc voilà. On sent vraiment dans votre écriture qui est c'est extrêmement vivant, donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose que, vous ne prenez pas un objet de recherche comme juste pour investiguer, juste pour faire des recherches. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus, qui est une relation vivante vraiment à vos objets de recherche. En tout cas, Femme, Vie, Liberté, pour ne parler que de ce dernier livre, un livre vraiment exceptionnel de ce point de vue, à la fois du point de vue de l'analyse et à la fois des mots aussi que vous choisissez pour décrire ces soulèvements de 2022. Est-ce que d'ailleurs on pourrait, juste pour contextualiser, redire un peu ce qui s'est passé en 2022 en Iran et peut-être aussi ce qu'il en est aujourd'hui, puisqu'on en parle effectivement beaucoup moins ces derniers temps. Donc en fait, comme vous l'avez rappelé, en septembre 2022, une jeune femme a été tuée par la police des mœurs parce qu'ils ont considéré qu'elle portait mal son voile. Et il se trouve que cette jeune femme, Gina, était une touriste à Téhéran. Elle venait du Kurdistan, de Sarez. Et en fait, sa mort est devenue un point de cristallisation, une espèce de démonstration de toute la violence d'État en Iran, en tant qu'elle croise en fait des formes de domination et de racisme contre les minorités, donc kurdes dont Gina est originaire, mais aussi les minorités baloutches, les réfugiés afghans, il y en a entre 3 et 7 millions en Iran. Et toute cette population-là, toutes ces populations marginalisées, minorisées, n'ont pas les mêmes droits, ce sont des citoyens de seconde zone, ils sont souvent des migrants de l'intérieur, et leur lutte pour ne pas être traités avec autant de violence policière ou pour avoir un minimum de droits, juste par exemple pour les Afghans, le droit d'aller à l'école ou le droit de devenir locataire, d'avoir un contrat de travail, ce qui est interdit aujourd'hui. Ces luttes-là, pas forcément pour les Afghans, mais également pour tous les jeunes hommes des milieux populaires, des quartiers pauvres, des villes périphériques qui souffrent du chômage, de l'exclusion sociale. Ces gens-là qui avaient été un petit peu la base de la République islamique, c'était les damnés de la terre, un peu les déshérités, Mostazafan, au nom desquels avait été faite la révolution de 79. C'était la figure du va-nu-pied qui se rebellait contre le pouvoir capitaliste et impérialiste du Shah d'Iran, et qui ensuite est devenu la figure du martyr de la guerre Iran-Irak, défenseur de la nation. Et c'est cette jeunesse populaire qui aujourd'hui est complètement laissée pour compte et qui s'est soulevée dans les dernières années, notamment en 2019. Il y a eu des soulèvements qui ont embrasé plus d'une centaine de villes dans le pays et qui ont très très vite été réprimés parce que le régime s'est senti complètement menacé. Et il y a eu plusieurs centaines de morts en quelques jours. Il y a eu un blackout total sur Internet. Donc on était en novembre 2019. Et tout de suite après, il y a eu le Covid qui a coupé net en fait à ces mouvements qui duraient depuis 2017. Donc qui étaient de soulèvements pour des raisons économiques en fait, de lutte pour la dignité et contre la corruption et l'extractivisme néolibéral. Et d'un autre côté, il y a ces mouvements de demande d'égalité de la part des femmes qui sont très anciens, pareil en Iran, qui datent des années 2000 et qui avaient pris une tournure beaucoup radicale. Pareil, depuis 2017-2018, avec le mouvement des filles de la rue de la Révolution, Vida Mohajer, qui met son voile au bout d'un bâton et qui le suspend. Et c'est la première fois, bon, c'est pas la première fois, il y a une femme, il y a une militante qui s'était immolée par le feu pour manifester contre le voile dans les années 90. Et la première manifestation contre la République islamique avait eu lieu le 8 mars 79 déjà, par des femmes qui s'opposaient au voile obligatoire. Donc il y a une généalogie, mais à partir des
années 2017-2018, les féministes iraniennes, pour la première fois de leur histoire, reconcentrent leur lutte autour de la question du voile, mais comme façon de s'en prendre à l'os, en fait, aux arêtes de ce pouvoir théocratique et de le confronter radicalement avec cette idée qu'on ne peut plus le réformer de l'intérieur. Et donc, en fait, ce sont ces différents mouvements, les luttes des minorités aussi, qui, notamment au Kurdistan et au Baloutchistan, sont là depuis des décennies de domination étatique qui prennent des formes différentes, plutôt antiterroristes au Baloutchistan, plutôt de lutte contre-insurrectionnelle au Kurdistan, mais ce sont vraiment des laboratoires de la violence d'État. Et ces différentes couches et ces différentes strates de résistance, en fait, avaient lieu à différents moments. Il ne faut pas oublier aussi le mouvement étudiant qui était là en 99, qui était là en 2009, le mouvement vert, qui sont plutôt des demandes démocratiques, des demandes de gouvernance, qui sont le fait d'une classe moyenne connectée, éduquée, etc. Et on avait l'habitude de lire la société iranienne comme opposant une majorité plutôt rurale, traditionnelle, compatible avec la théocratie, qui était la base du régime, et donc totalement alignée avec les valeurs idéologiques de la République islamique, contre une classe moyenne qui était connectée, qui était féministe, qui était estudiantine et qui était réformiste. Et en fait, dans les dernières années, ces oppositions-là ont volé en éclats, puisque ces différentes strates de la population se sont unies dans une opposition au pouvoir en place, alors qu'elles se soulevaient à des moments différents dans les dernières décennies. C'est comme si la pulsation était devenue de plus en plus synchrone, puisqu'on a eu ces mouvements, je vous dis, en 2017, il y avait eu et les filles de la rue de la Révolution et les premiers soulèvements des jeunes des quartiers populaires, mais c'était quand même des mouvements qui étaient comme ça pulsés, pas exactement au même moment, pas au même endroit, et qui ne se rejoignaient pas. Et à la mort de Mahsa Jina Amini, eh bien tout le monde s'est soulevé en même temps. Et il y a eu une façon de s'assembler derrière une demande qui était un changement de pouvoir. Et ça, c'est aussi une grande première. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Écho d'un soulèvement révolutionnaire en Iran », parce qu'il y a eu un ébranlement révolutionnaire des fondations de ce pouvoir qui était très stable. Et tout comme c'était le cas pour les printemps arabes, tout comme c'était le cas pour le mouvement Black Lives Matter et les émeutes des quartiers en France depuis 2005, c'est la mort d'une personne minorisé, d'un corps minorisé, racisé, là ici victime de l'apartheid de genre, qui montre en fait, qui rend visible aux yeux de toutes et de tous une violence qui est vécue sur un mode un peu plus doux, on va dire, moins radicalement mortifère au quotidien, mais là, avec la mort d'homme, on atteint un niveau d'insupportable qui fait que les émotions vont se ressaisir à un niveau collectif et vont mettre le feu aux poudres, et les choses ont duré plus de 4 mois en Iran, et c'est absolument exceptionnel et unique, puisque le plus grand mouvement qui avait eu lieu avant, le mouvement vert en 2009, les manifestations avaient duré 2 semaines. Donc, et c'était 3 jours en 2019 qui étaient des soulèvements exceptionnels aussi. Donc en fait, il y a eu un ébranlement de ce que j'appelle l'ordre du discours de la République islamique. Les fictions du pouvoir se sont effondrées, et donc là, on est dans un après du soulèvement où le pouvoir se maintient par la force et par la violence. Vous avez choisi une lecture, Les femmes au miroir de leur propre histoire. Les femmes au miroir de leur propre histoire, signé Elle, anonyme, Iran, octobre 2022. Alors ce sont des extraits d'un texte qui est beaucoup plus long. Ce qui suit est une tentative de comprendre ce que l'on perçoit comme un fossé. Ce fossé entre le fait de regarder des vidéos et des photos des manifestations et celui d'être dans la rue. Il s'agit d'une tentative de saisir le court-circuit entre ces 2 arènes, celle de l'espace virtuel et de la rue. Je vis dans une petite ville où la situation est différente de celle des grandes villes, ou même d'autres villes plus petites quant au lieu où se déroulent généralement les manifestations. Celles-ci ont commencé dans ma ville après avoir éclaté dans un premier temps au Kurdistan et à Téhéran. Mercredi, je me suis retrouvée dans la rue. C'était très étrange. Les premiers instants de présence, là, dans la rue, entourée de manifestantes que jusqu'à hier j'avais regardées et admirées sur l'écran d'un téléphone. Émerveillée par leur courage, j'avais eu du chagrin pour elles et les avais pleurées. Je regardais autour de moi et j'essayais de synchroniser les images de la rue avec sa réalité. La distance entre moi et ces images que j'avais désirées avait diminué. J'étais cette image. Je reprenais mes esprits et me rendais compte que je me trouvais dans un cercle de femmes brûlant les voiles, comme si j'avais fait cela depuis toujours.
Je reprenais mes esprits et me rendais compte qu'il y a quelques instants, j'étais en train de me faire battre. La différence tangible entre les manifestations que j'ai connues dans le passé et celles d'aujourd'hui est que nous sommes passés d'une tendance à faire masse et se déplacer en foule à un penchant pour la création de situations. N'importe qui, vraiment n'importe qui, peut créer d'elle-même une situation de résistance incroyablement radicale, qui vous laisse pantois simplement à la regarder. La foi en cette capacité s'est répandue rapidement et largement. Jour après jour, les gens, et en particulier les femmes, ces poursuivantes obstinées de leurs désirs, pourchassent avec ferveur ce nouveau désir. Je veux être cette femme, prenant cette figure de résistance, celle dont j'ai vu la photo. Les gens vont dans la rue avec le corps qu'ils veulent et le corps qu'ils peuvent être, plutôt qu'avec celui qu'ils sont, avec leur imagination. Se transformer en cette image et simultanément susciter le désir d'autres corps, créer une figure qui appelle le maillon suivant de la chaîne, le court-circuit de l'espace virtuel et de la rue. Je veux opposer le vecteur de force qui, lors du mouvement vert de 2009 par exemple, était constitué par les masses, à ces nœuds de stimulation, des nœuds multiples dispersés dans la rue. Les points de stimulation, semblables à l'orgasme féminin, ne sont pas déterminés et concentrés en un point de la rue corps. Outre le slogan « Femme, vie, liberté » et l'appel des activistes féministes aux premières manifestations, qui constituent le point de départ du mouvement de protestation, je dirais que ce sont précisément ces points de stimulation figuratifs des corps protestataires qui ont fait de ce soulèvement un soulèvement féministe, en le prolongeant sous une forme féministe et féminine, et en éveillant les désirs des femmes dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a touché dans cet extrait, même si comment c'est le deviner? Alors c'est un texte qui est assez singulier puisque c'est un texte anonyme écrit par une femme dans une petite ville iranienne, et c'est un texte qui a tout de suite été publié sur un site en persan, Haras, et qui a tout de suite connu un écho immense, puisque des activistes, non seulement en Iran, mais on a une société transnationale dans le monde entier, des Iraniennes et des Iraniens se reconnaissaient en fait dans l'expérience de soulèvement dont parlait ce texte, qui dit beaucoup de choses. Là, c'est uniquement un extrait que j'ai lu, mais c'est un texte qui parle justement, par exemple, de la peur de la mort et de la façon dont, quand elle est dans la rue, cette jeune femme oublie la peur de la mort, et ce qui fait peur, c'est justement d'oublier la peur de la mort. Et c'est très intéressant ce qu'elle raconte sur également la façon dont elle vit la violence policière, la façon dont elle devient pleine de courage, comment est-ce que cette ardeur en fait circule. Elle raconte aussi, et c'est encore quelque chose qui est très puissant, mais bien évidemment on pouvait pas tout lire ici. Elle se pose la question, pourquoi est-ce que telle image va devenir une image qui va mobiliser et qui va produire de l'action, alors qu'il y a des immolations ou d'autres images de violence qui, elles, ne vont pas justement entraîner autant d'émotions et devenir mobilisatrices. Et elle dit qu'à son sens, ce sont des images qui disent quelque chose d'une expérience historique. Et donc, les femmes au miroir de leur propre histoire, la dimension de subalternité, l'expérience de domination n'est pas présente dans l'extrait que j'ai lu, mais elle est très présente, elle est analysée dans le texte, où elle renvoie aussi aux formes de solidarité et à la façon dont les femmes afghanes se sont beaucoup reconnues dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui lui-même s'est construit sur l'expérience de subjectivation féministe kurde, Jinjian Azadi. Et donc, on a une circulation ici qui est très importante aussi, et qui vient s'opposer, en fait, je pense que la pire des choses serait de dire, puisque on objectifie, en fait, la lutte des féministes au Moyen-Orient, et qu'on va applaudir le courage des femmes afghanes, on va parler des femmes iraniennes comme ça, en faisant des objets d'une domination patriarcale, et en voulant les libérer, puisqu'on a ce rapport extrêmement paternaliste et objectivant, eh bien, on va se désintéresser de ces luttes-là, et on va les laisser à ce discours occidental et libéral qui est instrumentalisant. Et je pense que c'est la pire des choses à faire, de dire on ne s'intéresse pas aux femmes afghanes, puisque il y a des gens qui ne s'y intéressent pas non plus d'ailleurs, mais qui nous invitent à applaudir leur courage. Au contraire, je pense que ça serait bien la pire des choses à faire, et au contraire, je pense qu'il faut rentrer sous la peau de cette expérience-là, puisqu'on a beaucoup de voix qui nous la disent en fait,
comme la voix de elle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte anonyme et que c'est ce texte anonyme-là, c'est cette voix de femme qui parle de l'expérience féminine, du désir révolutionnaire et qui le conceptualise. C'est cette voix-là qui a circulé dans le monde, qui a été réappropriée, et elle parle aussi, cette autrice, de la façon dont elle oppose en fait ces corps-figures qui font des gestes, celui de brûler son voile, celui de le brandir comme une torche, celui de faire une ronde autour du feu, et ce sont des corps dont on ne voit pas les visages, puisque de la même façon que elle est anonyme pour des raisons de sécurité, eh bien ces images-là suppriment les visages, et elle les oppose à l'iconographie des militantes du Rojava, par exemple, dont on va photographier les visages, et avec un désir du photographe qui passe beaucoup par cette façon de mettre en scène ces visages de belles femmes combattantes. Elle replace le soulèvement dans cet anonymat du collectif. Il me semblait vraiment intéressant de voir comment est-ce que la littérature révolutionnaire en fait de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui est extraordinaire parce que Femmes, Vie, Liberté, Zan Zendegi Azadi, c'est déjà une traduction de Ginjan Azadi. En fait, on est dans la traduction. Et ici, moi, j'ai traduit ce texte-là pour pouvoir le lire aujourd'hui parce qu'il n'existe pas encore en français. C'est un texte qui a été beaucoup traduit. Et à chaque fois, les traductrices, que ce soit en kurde, en arabe, en turc, en arabe, en anglais, en allemand, les traductrices en ont fait une glose aussi pour expliquer pourquoi est-ce qu'il était important de traduire ce texte. Et donc, on a une subjectivité révolutionnaire qui circule aussi à travers la traduction et à travers une appropriation collective d'une expérience extrêmement ancrée en fait dans un corps de femme qui va dire une expérience collective de subalternité, mais à travers l'affirmation d'un désir et d'un désir féminin. Donc je pense qu'il nous apprend beaucoup ce texte. Alors, on va reparler la semaine prochaine d'ailleurs de la question des résistances ou des subjectivités révolutionnaires. Il y a une chose qui frappe beaucoup dans votre livre, c'est l'analyse évidemment des résistances qui sont frontales. Enfin, je veux dire, c'est le fait, ce sont des corps qui sont dans la rue, qui se dispersent un peu dans plusieurs endroits de la ville pour fragmenter un peu l'espace et puis surtout disperser les forces de l'ordre. Mais c'est aussi surtout beaucoup de révoltes obliques. Ça m'a fait penser aux travaux de Scott sur la résistance infra-politique, des micro-résistances, c'est-à-dire des façons finalement de contester le pouvoir, mais évidemment d'en diminuer aussi les coûts de répression. Donc il y a un art de l'insubordination en Iran qui est assez fascinant, qu'on retrouve dans d'autres contextes, mais qui se développe évidemment encore davantage dans des contextes d'effroyable répression. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces gestes d'insubordination, de ces résistances un peu obliques, mais qui touchent le cœur du pouvoir ? Oui, c'est ça qui est aussi très intéressant, moi je trouve, dans ce soulèvement révolutionnaire, c'est cette économie de la vie. Alors femme, vie, liberté, cette affirmation de ce mot vie qui est entre femme et liberté, et cette espèce de tension, puisque par exemple ce soulèvement révolutionnaire renvoie, moi me fait beaucoup penser à tous ceux avec quoi je travaille en termes d'archives, que ce soit visuel ou textuel, de la révolution de 1979, parce que l'expérience de cette jeune femme qui se fait appeler Elle, en fait, pour les personnes qui la commentent et qui la glosent et qui la traduisent, elle raconte quelque chose d'absolument unique. Elle raconte le soulèvement comme un point de rupture. Mais moi, je vois aussi la continuité qu'il y a entre ce qu'elle raconte là et ce qu'écrivait par exemple ma tante Fatané dans les lettres qu'elle envoyait à sa sœur en 1978, où elle racontait en fait les journées révolutionnaires et le sentiment qu'elle avait d'être dans cette foule et les soldats qui tiraient à balles réelles. Et en fait, c'est les corps désirants, leur façon de stratégiser leur présence dans un face-à-face asymétrique, toutes ces choses-là étaient déjà présentes. Mais par contre, à l'époque, ces lettres anonymes ne circulaient pas, justement, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, parce que la révolution était dite plutôt d'en haut, plutôt par Ali Shariati, plutôt avec des grandes théories, plutôt... et justement, il y avait cette question du martyr.
Et donc c'est là où je voulais en venir, cette question du martyr et du fait d'être prêt à donner sa vie pour en fait faire aboutir cette euphorie sensible, ce désir politique, le faire aboutir dans une mort qui est un éclatement du corps qui va faire un avec le monde. Et donc il y avait quand même cette dimension un peu mystique quand même du martyr qui était tout à fait présente, qui était au moment de la révolution de 78-79 investie d'une volonté de justice sociale, et donc on se sacrifiait pour un monde meilleur autour de cette question de l'égalité et de la justice. Très vite, à partir de 79, l'idéologie républicaine islamique est venue en fait ramasser toute la mise et reconfigurer le martyr autour de la question religieuse en fait, du djihad, de la guerre sainte, et donc a repris cette grammaire politique et corporelle et désirante, mais l'a réinvestie uniquement dans un cadre religieux. Mais la question de la mort sacrificielle, en fait, elle n'est pas résolue pour autant, parce que la société iranienne a fait un rejet depuis plusieurs décennies de cette martyropathie, de cette idéologie mortifère du martyr. Mais en même temps, on voit bien dans la façon de célébrer, de commémorer le 40e jour après la mort de Gina Marsa, la cérémonie de deuil du 40e dans le chiisme est très important. On voit bien que le temps de la commémoration des morts est toujours présent et un temps de lutte en 2022, comme c'était le cas en 78-79. On voit bien comment est-ce que la question de lutter jusqu'à la mort et d'être prêt à mourir pour sa lutte est présent, même dans le texte de Elle, tout comme c'était présent auparavant. Donc en fait, on les a pas liquidées, ces questions-là. La tension, elle demeure. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, la valeur vie est arrivée au premier plan, et donc c'est par désir de vivre, par volonté de vivre cette vie normale, comme le dit la chanson qui est devenue l'hymne des soulèvements. Mais il y a ce désir de vivre là, cette pulsion de vie qui est mis dans la balance, et il s'agit de reconfigurer concrètement la lutte de façon à faire face à la dimension asymétrique du rapport de force et à la mort à laquelle nous expose toute protestation dès les premiers pas, dès qu'on descend dans la rue. Et donc ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est que en 2022-2023, la résistance ne s'est pas armée en Iran. Et ça, c'est une conversation qu'on pourrait avoir ensemble, parce que c'est totalement en apprenant les leçons de l'expérience syrienne, je pense, que la résistance ne s'est pas armée en Iran. Parce qu'en fait, le cœur battant du soulèvement Femmes, Vie, Liberté, concrètement, c'était le Kurdistan et le Baloutchistan. Et on sait bien que ce sont deux provinces où il y a énormément d'armes qui circulent. Et ce sont des provinces transfrontalières, et il y a des groupes armés là-bas. Et donc cette volonté de rester dans le contexte d'une revendication citoyenne, où on va se revendiquer des droits politiques en tant que citoyen d'un pays dont, par ailleurs, on dénonce le racisme d'État et la xénophobie contre les minorités. Mais on va quand même rester dans le cadre de cette citoyenneté rêvée, de cette iranité qu'on veut construire contre la République islamique. Et à ce moment-là, il y a un repli et une volonté de ne pas rentrer dans la mise en jeu à large échelle des corps dans une lutte armée. Donc quelque part, on connaît un petit peu l'aboutissement, puisque les rapports de force sont extrêmement inégaux. Et ce qui est intéressant, c'est justement quand on dit on n'arme pas la résistance, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un repli, mais ce repli-là, il s'est fait sur ce que j'appelle des politiques de l'amour, c'est-à-dire il s'est fait sur un renversement des valeurs, des affects et des modes d'identification collective qui vient faire une contre-proposition politique, et ça se fait vraiment autour des affections et des affects qui sont vécus en commun, de la façon dont on va pleurer justement, par exemple, les condamnés à mort qui sont exécutés parce qu'ils ont participer aux manifestations, et l'empathie qu'on va manifester aux familles des exécutés vient renverser complètement les subjectivités construites par la République islamique autour de l'atomisation et de l'indifférence. Et moi, je peux en savoir quelque chose, puisque mon grand-père a écrit sur tout le mal que ça lui a fait de sentir l'indifférence forcée un petit peu, mais tout de même l'indifférence et le silence des voisins, de tous les autres membres de la société face au drame vécu par les familles de prisonniers et d'exécutés. Et donc, on voit bien ce qui a changé, ce qui s'est renversé aujourd'hui, quand l'empathie et l'amour qu'on a pour justement ceux qui sont morts, ceux qui ont donné leur vie, ceux qui résistent, et la façon dont on va revaloriser le courage
et la détermination deviennent des façons de protester en désinvestissant le rapport armé, quoi, le rapport, la confrontation directe. Alors on va continuer la semaine prochaine à discuter de cette dimension-là qui est absolument passionnante, qui je pense évidemment est inspirante pour d'autres contextes nationaux, mais on va se quitter avec une musique que vous avez choisie. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots brefs les raisons de ce choix musical ? C'est une chanson qui s'appelle Llorando et qui est... en fait, j'ai un peu triché, c'est à la fois un extrait de film et une musique, puisque c'est un extrait du film Mulholland Drive de David Lynch. À un moment, les deux personnages, les deux femmes du film se retrouvent dans une boîte un peu miteuse de Los Angeles, des bas-fonds de Los Angeles, et elles écoutent une femme qui fait un concert absolument extraordinaire. Et malgré le fait que la personne qui a présenté le concert a répété plusieurs fois le fait qu'il n'y a pas d'orchestre, que tout ça c'est un mensonge, eh bien on y croit encore quand elle arrive et que cette femme chante. Elles sont extrêmement émues par cette chanson-là et elle pleure. Et la chanteuse s'effondre en fait au milieu de la chanson et on découvre que c'était un playback et elle est évacuée. La chanson continue et on a une exploration de la déploration et du fait de pleurer. Et il y aurait plein de choses à dire sur l'art de Lynch et sur ce film-là, mais par rapport peut-être aussi au thème de votre podcast, ça me renvoie aussi un tout petit peu à ce que je fais, dans le sens où il ne s'agit pas d'opposer la déploration ou le fait de pleurer à l'action et au fait qu'à un moment on en a fini de la déploration et on passe à autre chose, mais au contraire de plonger et de traverser ces affects-là pour voir toute la puissance qu'on peut en tirer, y compris politique. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que dans cette scène-là, les deux actrices, enfin une des personnages, donc elle pleure énormément, et l'une d'elles se met à trembler à un moment, et elle a ce tremblement, et elle se regarde, et elle a ce tremblement du corps qui est pour moi très significatif, parce que on est dans le rêve, énormément dans Lynch, et d'ailleurs tout ce film Mulholland Drive est un rêve, mais c'est un tremblement du corps qui renvoie à ce que l'anthropologue Ernesto De Martino appelle la crise de la présence, où il étudie aussi dans les rites ces formes de tremblement. C'est un tremblement qu'on retrouve dans le cinéma documentaire à la fin de The Act of Killing, où le bourreau se met à trembler et en fait son corps dit la conscience qu'il a de ses crimes malgré tout son déni. Et on l'a aussi par exemple dans le film d'Alice Diop, La Permanence, où une femme qui était victime de violences sexuelles à un moment se met, justement son corps se met à parler et revivre cette expérience-là. Et ce tremblement que certains appellent un tremblement somatique, en fait pour moi est vraiment important du type d'émotions et de traces sensibles avec lesquelles il faut réfléchir en fait, et qu'on peut pas mettre de côté, mais qui appartiennent entièrement à la connaissance qu'on essaye de produire sur le monde. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola y llorando, llorando, llorando.
Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres ya, y siempre estaré llorando por tu amor, llorando por tu amor, tu amor se llevó todo mi corazón y quedó llorando, 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 llorando. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.